5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Et aujourd'hui, nous vous invitons à entreprendre un voyage fascinant à travers le ciel, aux côtés donc de créatures ailées qui parcourent de milliers de kilomètres à chaque saison. Aujourd'hui, nous vous parlons des oiseaux migrateurs. Ils défient les frontières, les climats et les obstacles les plus redoutables pour accomplir leur quête annuelle. Leur histoire de survie, de détermination et d'instinct inné sont tout simplement époustouflantes. Au cours de cette émission, nous allons donc nous plonger dans leur monde pour découvrir les mystères de leur migration. Nous allons explorer les habitats qu'ils traversent et essayer de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés en cours de route. Et en plateau avec moi pour parler, aujourd'hui il ne s'agira pas de débattre, mais pour discuter à bâton rompu autour de ce sujet, de cette thématique. Ils sont restés William Apollinaire-Tchouki et Maximin Djondo, rejoints entre-temps par Patrice Savo. Monsieur Savo, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Et on sera rejoint tout à l'heure par Daouda Aliou, il est ingénieur agronome. Il sera avec nous tout à l'heure pour bien évidemment porter son avis sur la question. Allez, avant d'entrer de plein pied dans les bars, on va voir ce sujet qui nous présente quelques éléments d'appréciation. Le sujet est signé William Apollinaire-Tchouki. Les yeux plongés dans l'objectif de son appareil photo, il immortalise ces rares moments de présence de ces oiseaux d'eau sur le lac. Mais c'est dans le même ordre. Oui. Donc, Ils sont jussés sur ces branchages d'enclos d'élevage des ressources halieutiques, communément appelées Akaja. Ces oiseaux d'eau aussi guettent le moindre mouvement de l'eau pour s'agripper à leur proie. Une randonnée fluviale en bac motorisé sur le lac Nokwe. Par moments, on marque des arrêts pour observer de près ces vertébrés volants. Ces connaisseurs d'oiseaux aquatiques sillonnent cet écosystème humide. Ils constituent un élément clé des écosystèmes des zones humides. Leur présence, leur nombre et leur tendance sur un site peuvent édifier sur la santé et la qualité d'une zone humide. et voilà. Sur le lac Nokwe et 3 autres sites de dénombrement, 82 espèces d'oiseaux d'eau sont identifiées. Des martins pêcheurs, des cormorans, des hérons, des aigrettes, des cigognes, des canards et des oiseaux de rivage, un ensemble de 11 351 individus. Une statistique en baisse par rapport à l'opération menée l'année dernière. Pas aussi peut-être des hirondelles, certainement, des rossignols, des faucons. Faucon au Bénin, On n'en a pas. non, je crois pas. On n'a pas de faucon au Bénin. C'est le plus puissant des oiseaux. Non, on n'a pas. Oui, le On plus a puissant. d'autres rapaces plus majestueux, comme ceux que moi j'aime bien, c'est le balbuzat pêcheur. Ah, d'accord. Il est très rare, très rare, mais depuis 2 ou 3 ans, on a commencé par en revoir sur autour du lac Nokwe et dans le Mono aussi. Ils sont majestueux. Et William, justement... Que l'aigle, ils sont plus loyaux que l'aigle. Non, c'est de la famille des rapaces. Donc, comme nous, on n'a pas l'aigle ici, c'est ce qu'on a. Ça. Bon, le plus majestueux, c'est le pigag à tête blanche, que vous voyez, c'est l'emblème des États-Unis. Ah ouais. C'est pourquoi les États-Unis l'ont pris comme ça, parce Comme que emblème, ouais, majestueux, majestueux, ouais. puissant. Ouais. Mais même le balbuzat pêcheur est son équivalent pour nous. Parce qu'il est pêcheur justement aussi, tout comme Exactement. l'aigle. Oui. Il a le dos argenté. Il est beau. On a l'impression d'avoir affaire à un ornithologue. Allez. William, ces images ont été prises sur le lac Nokwe. c'est Exactement, ça. oui. On croirait pas, on penserait que ce serait, je sais pas moi. Enfin, il y a dans quelque d'autres pays en part, Europe, quelque voilà. part dans le monde. Mais c'est au Bénin. Au Bénin, ouais. Donc, comme quoi, ici aussi, on a quand même ces zones humides remplies de richesses, ces oiseaux qu'on a vus. Et là, même, c'est des images peut-être, je dirais, incomplètes, parce qu'on peut voir plus
Il y a des périodes quand vous allez sur le lac Nokoué, dans certaines zones humides, comme l'a dit tout à l'heure M. Djondo, dans le Mono, on voit de ces images, de ces animaux, où vous dites, mais attends, c'est chez moi au Bénin? Oui, chez nous au Bénin aussi, on peut voir ces nombreux animaux. Et parfois, on voit ces animaux bagués. C'est-à-dire, ils ont quitté des milliers de kilomètres et ils sont venus ici. Et parfois, des touristes suivent ces oiseaux bagués depuis l'Europe et même parfois depuis l'Israël qui viennent nicher chez nous ici. Et après, ils repartent encore ailleurs. Donc, c'est des choses qui aussi attirent les touristes. C'est aussi bon pour l'écotourisme. Et aussi, quand ils sont présents, cela montre un peu l'importance de la zone humide. Ça veut dire que notre zone humide, elle est riche. C'est-à-dire, parce que quand ils viennent, c'est pour venir manger. Alors, s'il n'y a pas à manger, ils ne viendront pas. Donc, quelque part, cela montre un peu la santé de ce que nous avons comme écosystème humide dans notre pays. D'accord. Alors, M. Sago, on connaît votre goût particulier pour la défense de la cause des tortues. On sait que vous êtes souvent entre lutte et Goliath, ou c'est pas, c'est quoi le lutte, non? Tortue lutte. Olivat. Olivat, voilà. Olivat et tout ce qui va avec. Et la verte aussi. Les tortues vertes aussi. Tortue de Kemp. Agosaga. Oui, Agoségué. Ça, c'est Agoségué? Oui, oui. Okay. C'est les luttes qui s'appellent comme ça en langue locale. Local, ok, d'accord. Parce qu'elles sont géantes. Très. Mais on ne connaît pas votre amour pour l'ornithologie. Je ne sais pas si vous êtes particulièrement attentif ou sensible aux oiseaux. Moi, je ne suis pas ornithologue. Mais vous aimez les oiseaux quand même. Attendez, les oiseaux, tout le monde aime les oiseaux. Les volailles que nous avons à la maison, c'est des oiseaux, ça. Ouais. Donc, c'est des oiseaux domestiques. Vous ne parlez pas de ça et vous allez voir parler de... Oh non, attendez, non. Vous avez dit que c'est pour discuter On a dit qu'on parle des oiseaux migrateurs. Non, oiseaux migrateurs. Aujourd'hui, il s'agit d'un forum de discussion. c'est ça, non? Ouais. Donc on veut informer tout le monde. Donc lorsqu'on parle des poulets, c'est ça à la maison? Il faut mettre également les volailles domestiques. D'accord. Dont nous raffolons. Canard. C'est ça, canard. C'est pour justifier. Parce qu'il faut voir, il y a le plumage, il y a le bec, il y a le vol. C'est vrai. La plupart de nos volailles à la maison aussi ont ces caractéristiques-là. Donc, c'est pour parler du volet économique, économique pour tout le monde, que j'aborde ça d'abord. Et du volet rituel, culturel aussi, que j'aborde ça d'abord. Et ici aussi, ça ne manque pas d'économie, parce que c'est de grandes valeurs écotouristiques. Ouais, donc c'est ça. Et si nous avons ces oiseaux chez nous ici, nous devons nous en réjouir pour dire que les zones humides ne sont pas inutiles. Nous devons vraiment les conserver pour que les habitats de ces oiseaux soient conservés. C'est ça. On ne doit pas aller... Mais vous êtes convaincus maintenant qu'il est inutile d'aller déposer des pesticides chimiques dans les zones humides. Parce que là, il y a la vie. Il y a une biodiversité. Si ces espèces viennent ici et doivent être obligées de se nourrir avec des pesticides, il est tout à fait inutile que les quelques espèces que nous ne voyons plus ne viennent plus, n'existent plus. C'est pour ça, moi j'insiste sur ça. C'est pas l'espèce c'est son habitat aussi, son écosystème. Nous devons savoir pourquoi. C'est parce que tout le monde s'étend pour dire, ah, tout ça là c'est ici. Donc on ne voit pas ça là qu'ailleurs. Nous aussi, nous en avons. Donc nous devons faire attention à nos zones humides pour que ces espèces à haute valeur écotouristique continue toujours de venir chez nous. Voilà. Alors, Maxime, vous avez abattu un travail impressionnant, incroyable sur ces écosystèmes-là, sur ces oiseaux. C'est d'ailleurs votre ONG qui a dénombré le nombre d'oiseaux qu'il y a donc, dans cette zone humide. Vous en avez dénombré jusqu'à 82 espèces, c'est ça, hein? 82 espèces cette année. Cette année. Oui, parce que malheureusement, cette année, quand on partait sur le terrain, c'est ce que je disais à l'entame, la météo changeante, ça a fait qu'il a plu sur 2 jours successifs et c'est ce qui a impacté le dénombrement de 2023 parce que parfois, en 2022, on a été jusqu'à 27 000 individus. On a dépassé la centaine d'espèces. Donc, ça dépend en fait de la saison et de comment est-ce que les oiseaux ont migré. Vous savez, M. Sabo parlait de l'habitat de ces oiseaux. C'est ça qui est primordial en fait, parce que vous imaginez ces oiseaux qui font des centaines de milliers de kilomètres pour venir passer leur quartier d'hiver
au Bénin et qu'ils arrivent parce que ils ont pris l'habitude, selon un radar interne, de savoir exactement là où ils vont. Et ils ont l'habitude de répéter cela chaque année. Ils étaient là l'année passée et ils viennent cette année, ils voient que leur habitat, c'est-à-dire la mangrove, a disparu. Ils vont rester où? Mais voilà qu'ils ont effectué des milliers de kilomètres très fatigués. Donc, soit ils arrivent à essayer de se trouver quelque part aux alentours, ce qui empêche déjà leur reproduction, ce qui empêche le développement de l'espèce. Et déjà, soit parfois ils sont tellement fatigués qu'ils ne repartent plus et ils en meurent. Et ils sont déjà sujets à la chasse, d'où l'importance de vraiment préserver ces zones humides comme habitat de ces espèces-là. C'est depuis 2018 que pour arriver à documenter et l'évolution de ces espèces d'oiseaux, nous avons commencé par dénombrer et la qualité de l'habitat et le nombre d'espèces et d'individus trouvés, non pas seulement au sud du Bénin, mais sur tout le territoire national. C'est vrai que ces dernières années, à cause de la disponibilité et de certains problèmes techniques, on n'a pas pu trop investiguer les deux parcs du Nord, mais on espère qu'on va arriver à le faire l'année prochaine parce que les discussions sont en cours pour ça. Donc chaque année, on arrive à déployer plus d'une centaine de professionnels sur le terrain. Comme vous l'avez vu, c'est que des volontaires, des professionnels qui viennent pour dire, nous allons tous ensemble choisir ces 2 jours-là pour le comptage des oiseaux. Et depuis 2018, pour éviter un double comptage, c'est-à-dire quoi que aujourd'hui, on voit cet oiseau sur le lac Nokwe et demain ou après-demain, on le voit sur le fleuve Mono ou au Togo. On a décidé avec Wetland International et d'autres partenaires de faire ce comptage-là au même moment, simultanément et dans tout le monde. Et dans tout le monde, du coup, on arrive à essayer d'éviter les doubles comptages. C'est ce qui a fait que nous avons, chaque année maintenant, nous avons essayé de mettre en place une organisation solide qui permet, partout ailleurs, jusqu'en Europe, en Asie, nous avons des compteurs et nous arrivons à dénombrer les individus, le nombre d'espèces qu'on peut avoir. Malheureusement, comme là, je reviens sur ce qu'a dit Sabo, chaque année, on trouve qu'il y a plus d'impact dévastateur sur l'habitat de ces oiseaux. Et c'est surtout la pollution, c'est le développement des industries qui arrivent à coloniser l'habitat naturel des oiseaux. Je donne un exemple. Nous venons de commencer la route Carrefour-Semin-Porte Novo. Une route très importante pour nous, qui sommes très importantes, qui est la bienvenue. Mais j'ai demandé aux collègues, puisque vous traversez une zone humide d'importance internationale, un site Ramsar 1018, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Jusque-là, je n'ai pas encore de réponse. Alors qu'on est suivi, puisque c'est une zone humide d'importance internationale, ça voudrait dire que toutes nos interventions dans cette zone doivent être régulées, doivent être suivies. Parce que je les ai vus, ils sont déjà en train de décaper une bonne partie des marais qui sont à gauche et à droite. Soit on veut de cette route, mais la loi dit quelle est la compensation que vous prévoyez, quelles sont les précautions que vous avez prises pour ne pas déranger ces espèces, quels sont ces oiseaux ou même autres faunes que vous avez vus dans le site. Est-ce que vous avez prévu des délocalisations? Nous avons posé les questions, mais nous attendons parce que jusque-là... faire une route qui va permettre aux populations de vaquer librement et convenablement à leurs occupations et protéger de pseudo-espèces d'un pseudo-site Ramsar, ils ont peut-être fait leur choix. Non, il n'y a pas de choix à faire. Puisque la loi est claire, c'est notre propre loi. Je l'ai dit, nous avons besoin de cette route qui est très importante pour nous, elle est la bienvenue. Mais on dit, qu'est-ce que nous prévoyons?
hein, ce passage-là que nous sommes en train de perturber, c'est prévu, la loi est claire là-dessus. Vous appelez les professionnels, on fait le recensement de la faune et de la flore présente, comment vous appelez, sur les lieux, et au besoin on fait des localisations, ou ben, vous dérangez, mais on voit comment est-ce que vous prévoyez faire des compensations. C'est clair. Mais c'est pourquoi, c'est ça le rôle des ONG, comme on le disait au début. C'est maintenant que nous tirons la sonnette d'alarme. Nous ne voulons pas attendre qu'ils cassent tout avant de dire, mais vous étiez où? Vous n'avez rien dit. Mais on le dit maintenant. Et c'est l'occasion d'attirer l'attention là-dessus pour dire que c'est important, que c'est un site Ramsar qui fait encore partie d'une réserve de biosphère MAB UNESCO et que toutes nos interventions dans cette réserve et sur le site doit être précautionneux et doit prendre toutes les garanties possibles pour que la zone humide et l'habitat, puisque nous parlons des oiseaux, et que pour que l'habitat des oiseaux soit conservé. Mais alors, on peut vous demander, Maximin, certaines personnes peuvent vous demander, mais quel intérêt vous avez à protéger les oiseaux? Limite, excusez du peu l'expression, limite, tout le monde s'en fout. C'est des oiseaux. On n'a pas la même sensibilité pour ces espèces et puis on peut estimer que ce sont des caprices de bourgeois, comme vous pas de aimez le dire. pas de bourgeois, mais voilà, Caprice de bourgeois. Caprice d'écolo. Vous savez, pendant très longtemps, le conseil municipal de Soava m'appelait Monsieur Oiseau parce qu'ils n'ont pas gardé mon nom. Puisque c'est ça ils ont pu garder. Ouais. Ah, c'est l'homme bizarre qui protège les oiseaux là, parce que c'était là on tuait les oiseaux à foison. Et avant notre intervention, c'était, excusez-moi de peu, les expatriés qui venaient chasser. Ils venaient chasser. Vous dites qu'ils viennent chasser ou bien ils viennent voir les oiseaux? Non, non, les expatriés. Chasser. Ah ouais? Et on a une certaine catégorie de personnes, et ça, c'est les bourgeois qui venaient chasser. Ah là, c'est les vrais caprices de bourgeois, ça. Oui, oui. Mais depuis qu'on a commencé le travail, et avec la contribution forte des élus locaux de la région, ça a été, puisque ensemble, les maires ont pris une note interdisant la chasse et la collecte des œufs des oiseaux sur les territoires. Et ça a été respecté. Les quelques braconnages qu'on a maintenant, ce n'est plus la chasse comme ça, mais c'est la chasse maintenant à petite échelle par les jeunes et autres là. Ça, c'est gérable. C'est pas autorisé, mais c'est gérable. Et vous savez, on l'a déjà dit, hein, et les oiseaux sont les espèces phares représentant la santé des zones humides. Mais s'il n'y avait pas les oiseaux en eux, déjà on n'aura pas autant de forêts. Parce que c'est ça ce qui est formidable dans la vie des oiseaux. C'est des pollinisateurs. Exactement, oui. La nature les a tellement faites, Dieu les a dotés que quand ils mangent les fruits, ils ne digèrent pas totalement ces fruits-là. Et en quittant un lieu pour un autre, leurs excréments, dès que ça tombe, arrivent à polliniser cet espace et que cet espace soit colonisé de nouveau par la même espèce. Mais voyez bien, c'est fait naturellement pour que cet oiseau continue à avoir son abri et son manger. Vous voyez le cycle, il arrive à manger à un endroit donné, mais dans son cycle de migration, il arrive à perpétuer la vie pour qu'il ait l'habitat et de quoi manger, contrairement à nous qui coupons systématiquement ce qui nous donne abri et manger. D'accord, très bien. Deuxième point, sans les oiseaux, c'est que nous serons envahis par tellement d'insectes que nous ne pourrons vivre. Tellement d'insectes. Et sans parler de mon préféré, le messager sagittaire. Lui, il ne mange que du serpent. Donc, les nuisibles, les rongeurs. Donc, les oiseaux nous aident tellement à contrôler la population d'autres espèces que si on les sortait de l'écosystème, c'est que l'écosystème va s'effondrer parce qu'il y a d'autres qui vont tellement augmenter que nous serons
dépasser. D'accord. D'où la nécessité de les protéger. Très bien. Monsieur Daouda, entre-temps, Daouda Aliou nous a rejoint en temps. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur cette patate. C'est moi. Mais on n'entend rien. On va lui permettre. Il n'y a pas pris le café ce matin. On va lui permettre de prendre le plus du temps, de me tourner vers Patrice Sabot. Monsieur Sabot, vous avez écouté le développement justement de Maximin. Ce qui retient l'attention, ce sont une fois encore ces actions anthropiques qui viennent détruire les écosystèmes réservés à ces oiseaux, à ces êtres, enfin, à ces espèces ailées qui régulent ou qui constituent tout de même un baromètre de la santé écologique. Dieu n'a rien créé au hasard. Il y a toujours un équilibre au niveau des hommes, de la nature et de tout ce que Dieu a créé. C'est pour cela que la phrase « vivre en harmonie avec la nature » doit être une phrase consacrée et comprise de tout le monde. Et nous devons agir en conséquence. Il a parlé de la route de Porto-Novo. Ça, on n'a pas besoin d'en parler aux gens. Ils savent qu'avant de commencer la rue, là, ils doivent faire beaucoup d'études, dont l'étude environnementale, et sociale. Et ils doivent voir. C'est systématiquement fait quel est le plan de gestion des responsables. Oui, quel est le plan de gestion? Ce qui est bizarre ici. Un projet intègre systématiquement. C'est ça, et les entreprises le savent. Je ne sais pas si nos autorités les regardent. Et ils ont des comptes à rendre à l'environnement. C'est normal. Les entreprises doivent le savoir et doivent aller dans ce sens-là. Mais qui va faire le suivi? Ce sont nos autorités, c'est l'ABE qui doit faire ça. C'est son travail. Et nous, on peut les appuyer, regarder seulement pour dire est-ce qu'ils le font. On n'a pas le droit d'agir, quoi. Nous, on a seulement le regard de voir si c'est fait ou bien c'est pas fait. Mais dès que tu commences à dire ça, là, on te prend comme ennemi. C'est ça qui est difficile. Et ce n'est pas eux qui réparent, c'est l'entreprise qui doit réparer. Tous les dégâts qui sont commis à ces écosystèmes-là devraient être réparés par l'entreprise. On appelle ça responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ils savent ça. Nous, on est là seulement pour rappeler. Vous allez voir après que peut-être une seule espèce d'oiseau était endémique à cette zone-là. Dès que la voie sera faite sans rien prendre aucune précaution, cette espèce va disparaître. Et c'est nous qui perdons, c'est tout. Donc moi, je ne sais pas pourquoi on doit continuer à faire des choses comme ça. Ils ont les moyens, ils ont été formés pour, on leur rappelle ça, mais ils n'agissent pas. C'est dangereux, c'est dans tous les domaines ici. Comme quoi, l'environnement au Bénin reste encore un sujet secondaire. D'accord, très bien. Monsieur Aliou, aujourd'hui, nous nous intéressons donc aux oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à savoir sur ces oiseaux-là? Enfin, sur les oiseaux en général. Et surtout les oiseaux migrateurs. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Diondo, vous avez vu tout le processus qu'il a eu à décrire. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle clé qu'ils jouent dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Mieux, vous savez, les oiseaux n'ont pas de frontières. Ils ne demandent pas un visa, ils viennent, ils vont là où ils se sentent à l'aise. Et durant leur cycle de vie, ils passent d'un site à un autre pour accomplir ce cycle de vie-là. Si je quitte un site A pour un site C, mais je dois transiter par le site B, si le site B n'est pas là, ça veut dire que mon cycle de vie s'arrête. La chaîne est rompue. La chaîne est rompue. Donc, sur le couloir de migration, il faut vérifier quel est l'état de l'écosystème pour permettre à ces oiseaux-là de maintenir leur cycle de vie. Et qu'est-ce que nous devons faire pour que ce cycle soit maintenu, pour que l'équilibre de la nature soit maintenu? Nous sommes obligés de travailler à je n'aime pas trop dire le terme conservation, la préservation de l'écosystème à travers tous les éléments qui concourent à l'écosystème. Donc, et comment on fait justement? Ce que nous faisons, nous allons parler des oiseaux d'eau, c'est que nous les suivons durant leur cycle de vie. Et à un temps T, tout le monde, je crois 143 pays, se mettent ensemble pour compter ces oiseaux-là durant le cycle. Et je crois que ce dénombrement se fait généralement vers la fin de la première quinzaine du mois de janvier. On le fait jusqu'en février, suivant les pays. Je crois cette année, 2024, ça va être entre les 13 et 14 janvier que tous ces 143 pays-là vont se mettre ensemble pour voir
le cycle de ces oiseaux-là, les compter, regarder l'écosystème dans lequel ces oiseaux-là sont. Quelle est l'évolution de ces écosystèmes-là? Comment est-ce que ces écosystèmes-là permettent à ces oiseaux-là de maintenir leur cycle de vie du point A au point C, comme je l'ai dit, en passant par le point B. Est-ce que ce qu'il faut pour que ces oiseaux-là vivent là, est-ce que ça existe encore sur ces écosystèmes-là? Donc ce sont autant de paramètres que nous essayons de regarder à chaque fois que nous faisons les opérations de dénombrement annuellement. D'accord. Allez-y, si vous avez quelque chose à ajouter. Aujourd'hui, nous nous battons au Bénin pour Maxime est là, Sagbo est là, pour maintenir un peu cet équilibre-là. Mais je vais vous donner un chiffre qui va vous alarmer. Ne vous alarmez pas. En 2022 seulement et 2023, nous avons eu moins de la moitié de ce que nous avons eu en 2022. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas selon vous? Quel est l'état de nos écosystèmes? Quel est l'impact des activités humaines? Il a parlé tout à l'heure des activités anthropiques. Lorsque nous-mêmes, là où les oiseaux doivent accomplir leur cycle, là ils doivent se nourrir, là ils doivent aller se reposer, se reproduire, nous avons tout détruit. Ils ne vont plus venir. Ou bien, nous allons permettre à ces oiseaux-là de disparaître. Est-ce que, ouais, nous faisons des aménagements. La mangrove, on a détruit pour construire des bâtiments, pour mettre des sites touristiques et tout autres là, mais sans tenir compte de ces espèces-là qui en fait contribuent à maintenir l'équilibre de l'écosystème. Et ça fait que nous-mêmes nous sommes dit, nous avons fait un dénombrement exhaustif cette année. Nous sommes allés sur plus de 53 sites. Mais les données que nous avons recueillies ne sont pas autant que lorsque nous n'avons même pas fait le tour l'année précédente. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que notre écosystème là, il y a trop de pression là-dessus. Si vous allez sur le lac Nokwe, avant on avait un nombre important d'espèces. Nous avons le nombre et la diversité spécifique. Mais aujourd'hui, vous savez, cette diversité spécifique là, s'est retrouvée sur la lagune côtière. Donc le lac Nokwe est en train de perdre un peu de sa richesse ornithologique au détriment de la lagune côtière. Mais en termes d'effectifs, ça baisse. D'accord. Donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut que tous les aménagements que nous faisons, prenons le cas de Cotonou, excusez-moi, le PAPC, c'est ça? Bon, je sais pas. Le PAPC. Il y a des aménagements qui se font. Vous prenez toute la zone du Agla, en passant derrière la CEB et tout ça là. On a fait des aménagements. Aujourd'hui, on a mis des bitumes. Donc, on a fait disparaître ces zones humides là, qui sont en fait des réceptacles pour les oiseaux d'eau. Mais qu'est-ce que nous avons pensé à? Qu'est-ce que nous allons faire pour que les espèces qui venaient nicher là puissent se retrouver quelque part? Il faut leur dire qu'à l'intérieur de la CB, je ne sais pas si vous y êtes entendu, c'est un réservoir d'oiseaux impressionnant. C'est-à-dire personne n'a l'impression que... Même jusqu'aujourd'hui, ils viennent ces oiseaux-là jusqu'aujourd'hui, bien que c'est clôturé parce qu'il y a un mini, je dirais, zone humide qui est gardée à l'intérieur. Les oiseaux viennent toujours nicher là, mais pendant combien de temps encore cela va rester? C'est ça en fait l'inquiétude. Tout à l'heure, M. Daouda parlait par exemple de ce que fait le PAPC, surtout dans la zone de Agla. J'ai vu des milieux où par le passé c'était des tifas qu'on constatait et une forte présence de ces oiseaux. Je me dis, comme vous dites que déjà dès janvier vous allez faire le dénombrement, je suis sûr quand même que ça va encore baisser davantage parce que là, ces oiseaux venaient là. Aujourd'hui, tout est bitumé. Donc, ces oiseaux n'ont plus d'espace où viendront nicher. Alors, M. Diondo parlait un peu de l'importance. Je vais donner une autre importance, c'est l'autre par rapport aux chauves-souris. On m'a dit que les chauves-souris consomment en une journée près de 3/4 de leur poids. Et beaucoup plus les insectes qu'en fruits. Et les moustiques. Nous savons un peu ce que les moustiques font pour nous. C'est vrai qu'ils ont aussi leur rôle dans l'écosystème, mais quand on voit les moustiques... Oui, dans l'écosystème. Non, pourquoi pas? On n'a pas à nous sucer. Non, c'est pas que ça. Ils ont un rôle donc quand on voit un peu les... Ailleurs où il n'y a pas de moustiques. Nous, ils consomment de nourriture pour d'autres. Ailleurs où il n'y a pas de moustiques, ils vont consommer des fruits justement. Il y a d'autres insectes qui vont consommer. Mais chez nous aussi, on a la chance, ils viennent quand même réduire un peu cette population de moustiques. Donc, c'est une chance pour nous. Donc, quand on voit un peu toute l'importance de ces animaux, je me dis, est-ce qu'on ne doit pas
trouver le juste milieu au lieu de vouloir détruire de façon systématique. Je prends aussi un autre exemple, c'est la zone humide de Fifadji. Voilà encore un autre espace où on trouve par exemple des poulets d'eau, des espèces qu'on ne voyait pas du tout. Mais il y a quelques mois, on allait faire un reportage par rapport à la trame bleue. La trame bleue de l'eau. On a vu ces... En pleine ville. Ouais, en pleine ville, on a vu ces poulets d'eau. Bon, les travaux auront lieu encore au niveau de cette zone humide-là. Ça veut dire que ces espèces aussi vont disparaître. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces animaux, ces espèces? C'est parfois l'inquiétude que moi aussi j'ai. C'est vrai que les spécialistes vont me dire, OK, on va trouver le juste milieu, mais juste milieu coup. Est-ce qu'il ne faut pas parfois faire disparaître certains quartiers, conserver l'aspect naturel pour que ces oiseaux restent? La pollinisation dont on parle, s'il n'y a pas de pollinisation, on ne va pas manger justement. Parce que quand on dit par exemple que le jour, les abeilles vont disparaître, on a dit 5 ans après, mais quelques jours après, le monde va disparaître. Alors, est-ce que ces oiseaux, s'ils disparaissent, est-ce que nous aussi, on ne va pas partir? Alors, il y a est-ce qu'on est obligé de faire du tourisme dans tous les domaines? En fait, il y a du tourisme culturel, en fait, il y a du tourisme patrimonial. C'est pas du tourisme seul. Elle va nous comprendre. Même si on ne fait pas du tourisme ornithologique, On peut faire des aménagements. mais si on ne fait pas du tourisme ornithologique, bah, c'est pas grave. Non, on peut faire des Donc, si vous parlez aménagements. de on n'a pas Ribada, mais bon. ornithologie, là, vous réduisez les choses. D'accord. Il faut parler de... Non, l'ornithologie n'est qu'une petite partie de l'histoire des oiseaux. Il ne faut pas dire ça seul. Encore, elle est aussi très importante. Elle est très importante. Mais ne réduisez pas le mot des oiseaux seulement à l'ornithologie. C'est-à-dire que nos comportements sont c'est-à-dire malheureux vis-à-vis de la biodiversité. Nous devons le savoir. Et c'est pour ça que les gens ont œuvré pour qu'il y ait un ministère de l'environnement. Et il y a des lois. Un pays sans loi, c'est un pays de voie écrasée. Mais nous avons des lois ici. Qui respecte ces lois-là par rapport à la biodiversité et à l'environnement? C'est la grosse question. Bon, on va espérer que le ministère vient de lancer le recrutement. Non, attends, que je finisse d'abord. Laisse-la, vous laissez d'abord. Non, attends d'abord. Si on dit ça, là, vous trouvez des contournements pour dire. Il faut interpeller qui de droit? C'est eux qui doivent respecter les lois. Si on fait le contournement, Cotonou-Porto-Novo, vous avez vu au niveau de la nouvelle voie là. Oui, et... La nouvelle voie qui est là, qui a contourné l'hôtel là. L'hôtel du lac là. La corniche. La corniche là. Mais vous n'aurez plus aucune nidification de tortue là. C'est terminé. Ne serait-ce que par la lumière et par le bruit. On ne peut plus avoir ça. Ces genres de comportements détruisent la biodiversité. Et il y a des cadres qui sont payés pour ça, pour dire ça là. Lorsqu'on veut faire ces travaux là, il y a des cadres qu'on doit commettre, qu'on commet d'ailleurs. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire voici, on a fait état des lieux et avant là, voici les espèces qui étaient ici. Comment on va faire pour compenser que malgré notre nouvelle voie là, ces espèces vont continuer à exister. Vous n'allez jamais entendre ça de leur bouche. Et ils sont payés pour ça. C'est de moi qui me de ces comportements-là, quoi. Et de jour en jour, c'est ce que nous observons. Dire ça, là, n'est pas être ennemi de quelqu'un. Nous contribuons tous au développement de notre pays. Et chacun est dans son domaine. On met tout ensemble pour voir l'équilibre et l'harmonie juste. Pour que la vie continue. C'est ça. C'est ce que nous disons. Est-ce que ça, là, c'est compliqué à comprendre? Les cadres sont là. On a créé ministère. Ils ont beaucoup d'argent. Et ils ne peuvent pas s'occuper de ces choses-là. Nous, là, on ne peut que parler. Nous ne pouvons que parler. Mais lorsque tu parles trop, vous voyez, non? Ici, là, il prend des précautions pour parler. Nous, là, il n'y a pas de précautions. Non, vous avez raison. Non, c'est pas grave, vous avez raison. Il y a plusieurs manières de dire la même chose. Nous, là, nous disons ça directement. Pour que tout le monde comprenne, pour qu'on sache que la vie n'est pas dans un sens. La vie a plusieurs dimensions. Et toutes les dimensions doivent converger pour que nous vivions mieux. Sur la terre, c'est tout. Non, ça vaut, c'est pas une précaution en fait. Non, il faut laisser ça, c'est pas grave. Que j'espère que le gouvernement a lancé le recrutement. Parce que ce qu'on nous oppose toujours, c'est qu'on n'a pas d'agents forestiers suffisants. Attendez, si vous dites de protéger les forêts, vous voyez, au lieu de rester dans les forêts pour protéger les forêts, vous les voyez plutôt au bureau ou autre. Ou à l'entrée de la forêt. C'est-à-dire qu'on dit, c'est comme si on disait, j'ai pas dit ça, j'ai pas filmé. C'est comme si on disait, va commettre le forfait, viens ici, on va négocier. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez le nombre de bâchers, de charbon qui descend
chaque jour vers le sud en quittant tout ça et alors que nous ne sommes pas un pays forestier. Bon, on dit nous ne sommes pas un pays forestier. Il faut le reconnaître. Voilà. Et quelles sont ces plantations-là qui alimentent cette filière-là? Bon, mais je dis, pourquoi est-ce qu'au lieu d'être préventif, on préfère être punitif et attendre on ne punit même rien. Que le forfait soit commis avant de verbaliser. Voilà, c'est pourquoi je dis, espérons que maintenant qu'ils ont lancé le recrutement de nouveaux... Mais c'est ce qu'on veut. Nous, on veut que les forêts, les espèces et autres soient protégées. Donc, quand on nous oppose qu'il n'y a pas de choses... Il faut oublier aussi que nous sommes dans un corps structuré où celui qui est recruté aujourd'hui là reçoit des ordres. Non, mais c'est normal. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne fera que ce qu'on lui dit de faire. D'accord, très bien. C'est ça qui est important. Il faudrait que les entreprises comprennent que même déjà au Bénin, ça existe ce genre de partenariat entre des ONG spécialisées, l'ABE et ces entreprises où le suivi a été fait du fait qu'on a pu donner et sonner la sonnette au début, tirer la sonnette au début, et que dès qu'ils ont vu les ONG s'inquiéter de tel ou tel impact de leur infrastructure sur la zone humide, ils nous ont appelé qu'est-ce qu'on pourra faire. Et on les a aidés à créer des îles pour les oiseaux. Et quand on est reparti les voir, les oiseaux sont là de nos jours. Je ne veux pas faire de la publicité pour dire de qui il s'agit, mais ça existe. Donc, quand on demande, sinon quand on dit aujourd'hui, avant que les travaux ne soient avancés, de dire, faites attention, appelez qui de droit. Mais ce qui se passe en fait, c'est que ils se disent, et ça je le dis dans la langue, c'est un travail public. C'est un travail public. Voilà. Donc l'entreprise se dit en fait que, étant donné qu'il fait un travail public, qu'elle ne veut pas trop être regardant sur les tests de loi que nous-mêmes on s'est donné. Donc, c'est là où on en appelle à l'ABE, à tous ceux qui peuvent vérifier. Puisque, comme le dit ça, nous on ne peut que tirer la sonnette d'alarme, nous on ne peut que crier. Mais c'est maintenant qu'on sait de dire, faites attention parce que vous êtes dans des sites spécifiques et il faut que vous vous conformez à la loi. Monsieur Aliou, finalement, est-ce que c'est pas quand même un peu trop demander aussi aux gens, vous leur demandez de planter des arbres, bon, ils font l'effort d'en planter suffisamment. Qui ça? De les entretenir, les populations, bien sûr, elles font l'effort de planter des arbres, de les entretenir suffisamment. On fait de la sensibilisation écologique. On fait de la sensibilisation écologique. On fait l'effort aujourd'hui de prendre soin de notre environnement et puis un matin on leur dit, écoutez, les oiseaux que vous abattez là, c'est pas bon, il faut plus abattre les oiseaux. Alors que le mec, il sait qu'il abat 2-3 oiseaux dans la journée, ça lui fait 1000 francs CFA, il a déjà mangé, et puis bon, il passe à autre chose. Parfois aussi, il faut tenir compte des aspirations des populations, plutôt que de quelques données. Je suis d'accord, il a mangé aujourd'hui. Demain, il aura d'autres problèmes. Des problèmes de santé. Vous savez, là, les oiseaux d'eau interviennent dans le cadre de la lutte contre les envahissements des criquets migrateurs. Oui, c'est les insectes, oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Lorsque vous n'avez plus d'azote, les criquets migrateurs vont venir. Vont détruire vos récoltes. Il faut chercher des exemples chocs pour montrer aux populations que si vous abattez les oiseaux, en conséquence, vous aurez tel problème. Je crois que c'est ça qui a d'ailleurs fait que Wetland est intervenu dans la vallée du Niger. Vous avez une grosse vallée à Mopti-Sébaré, où les gens, vous allez sur les marchés, c'est les oiseaux de qu'on ramasse et qu'on amène. Mais on a dû travailler sur la sensibilisation avec les communautés pour leur dire, c'est bon, vous avez mangé aujourd'hui, mais demain, quand vous n'aurez plus de vos récoltes là, il faut savoir que c'est vous-même qui avez entraîné ça. Et c'est vrai, ça a mis du temps, je crois que c'est un programme qui a duré près de 10 ans. Et finalement, aujourd'hui, vous allez dans la vallée, dans la région de Mopti, là, ils ont essayé de garder. Maintenant, est-ce qu'on a trouvé quelque chose d'autre pour compenser ces oiseaux-là que les gens n'attrapent plus? C'est là où il y a eu la diversification des activités. On a apporté des subventions pour développer le maraîchage, pour la transformation des produits agroalimentaires. Il y a certains projets qui l'ont fait ici, mais bon, lorsque le projet est fini, ces actions-là s'arrêtent. C'est ça aussi le problème. Maintenant, il faut en fait que nos municipalités
Moi, je ne dis pas que la municipalité donne l'argent, mais que la municipalité accompagne ces acteurs-là pour la préservation de ces espèces-là et de l'écosystème en compensation. Je crois qu'actuellement, on est en train de développer une petite activité d'élevage de poissons, par exemple, dans la réserve de la biosphère du bas delta du Mono. Donc, il faut essayer d'accompagner les communautés à avoir des activités en compensation. Par exemple, lorsque les gens préservent les tortues marines, ils s'arrangent pour que là où il y a les pontes, je crois que c'est Nature Tropicale qui a beaucoup investi dans ce truc-là. Mais en compensation, il y a d'autres activités qui sont proposées aux communautés. Pour que ces ressources-là, le gars, il monte les gardes, il va collecter les œufs, et il les met en éclosion, il assure la reproduction, il fait les lâcher. Mais en retour, il faut qu'il puisse avoir quelque chose pour manger. Sinon, mais lui, il est prêt à couper la tortue, à vendre les œufs et puis à passer à autre chose. Mais il y a aussi la valeur culturelle de ces espèces d'oiseaux. Vous voyez, ce n'est pas encouragé, mais je vous explique. Vous voyez, il y a de ces marchés, parfois clandestins, parfois ouverts, sur lesquels vous allez et vous achetez parce que le féticheur ou le chaman vous a demandé d'apporter les plumes de tel ou tel oiseau pour aider à guérir votre mal. Mais ces prélèvements-là, même si ils n'ont pas un fort impact sur la population, mais c'est ça la valeur culturelle et culturelle, médicinale aussi de cette pratique. Donc, ces oiseaux-là servent à quelque chose. Supposons qu'on n'arrive pas à protéger l'habitat de ces oiseaux et qu'on n'arrive plus à retrouver ces oiseaux et que le féticheur te dit apporte-moi telle et telle plume. Le gars va faire comment? Donc, guérisseur, pas féticheur. Guérisseur. Ah bon, guérisseur, d'accord. Ah ben, vous êtes sûr? Guérisseur, bien sûr. Guérisseur, c'est mieux que féticheur. Eh ben, pourquoi pas le féticheur? Non, c'est une parenthèse qui doit être fermée. D'accord. De toute façon, ça entre en pleine pratique culturelle dans nos mœurs et qu'il faudrait qu'on prenne cela en compte et qu'on montre l'importance de ces différentes espèces d'oiseaux dans l'écosystème pour pouvoir les préserver. Et pour ne pas apparaître aussi hypocrite, parce qu'on est ici pour dire la vérité aussi, ces oiseaux ne font pas que du bien. Voilà, donc il faut dire les choses. Oui, mais toi aussi, de quoi tu parles? Oui, je dis ça. C'est-à-dire un riziculteur et attendez. C'est-à-dire ici, nous sommes des éducateurs. Oui, vas-y. C'est-à-dire qu'un riziculteur, aujourd'hui, a 1001 problèmes avec ces oiseaux-là. Donc, le riziculteur est obligé, parce que la riziculture se fait dans les zones humides. Donc, le riziculteur est obligé d'aller trouver des outils appropriés pour protéger sa culture, pour que on les appelle à ce moment-là des envahisseurs indélicats. Voilà, et ils deviennent des braconniers totalement. Donc, on encourage vraiment les gens. C'est vrai, c'est leur zone. D'abord, c'est leur zone. Et tu es venu mettre ta culture. Donc tu dois te protéger contre eux. Donc quelque part, non, c'est ça. Donc lui-même a répondu. Non, je n'ai pas répondu à la question. Il a posé le problème. Parce que lorsque nous parlons là, les gens disent ah quand même. Ces oiseaux ne font pas que du bien. Il faut leur dire ça en même temps ici. Mais quand on compare ce qu'ils font de bien comme vous dites ce qu'ils font du mal, le bien est plus. J'ai d'abord dit que le mal. Nous sommes dans les zones humides. Oui. Le riziculteur a le droit de faire sa culture. Les oiseaux aussi ont le droit de rester dans leur habitat, dans leur milieu. Oui, voilà. Donc chacun se protège et prend ses mesures. Il n'est pas question d'aller dire je vais les empoisonner. Non, parce que les gens mettent des appâts mortels pour dire on va les éliminer. Non. Il y a des filets appropriés que les gens mettent. Et ils ont même les manières pour les mettre. Donc il faut vraiment. Toujours, on parle de l'équilibre, on parle de vivre ensemble. Donc, aussi, on ne trouve pas cette manière pour le faire, c'est pas bon. C'est pourquoi les gens nous disent pas qu'on prend parti pour les oiseaux seulement, que je suis obligé de dire cette chose pour être clair. Non, écoutez, ça pose la problématique de la cohabitation. C'est normal. Mais, dans la plupart du cas, c'est nous qui occupons leur espace et leur habitat. C'est nous qui sommes les colonisateurs. Donc, à nous de nous adapter et de ne pas faire comme nous avons l'habitude. Nous venons, nous détruisons tout et nous chassons les premiers habitants. Si on nous le faisait, on ne serait pas content. Un dernier tour de table avant donc de vous laisser filer, monsieur Aliou, justement.
En l'absence de projet, à l'image de celui de Mopti, par exemple, pour reconvertir les populations, pour assurer la reconversion donc, des populations dans d'autres activités, notamment le maraîchage dont vous venez de parler, ce qui a permis donc, de réduire considérablement et drastiquement cette pression exercée sur la faune ornithologique. Comment est-ce qu'on fait, comment fait l'État ou les associations, comment font les associations, elles aussi, pour préserver déjà le peu d'écosystèmes que nous avons actuellement en l'absence de projet? Il y a d'abord l'implication de l'ensemble des parties prenantes lorsque vous voulez mettre en œuvre un projet. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, bon, parce que nous avons telle idée là, la route doit passer par là, tac, c'est la route qui passe par là, on s'en fout de tout ce qu'il y a autour. Il faut voir qui sont les différentes parties prenantes qui utilisaient cette zone-là. Quels sont les... Poser le diagnostic. Ça là, ça donne quoi? Ça là, ça donne quoi? Ça là, ça donne quoi? Si on bouge comme ça là, qu'est-ce qu'on fait disparaître? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Et on demande à chacun d'apporter ses propositions de solutions pour que nous puissions faire quelque chose qui ne va pas nuire à la ressource, qui ne va pas nuire à l'équilibre de l'écosystème, qui ne va pas nuire à nous-mêmes, notre propre santé. On va faire la route, on va rouler, brrr, mais après, il faut qu'on essaie de réfléchir, qu'on implique l'ensemble des parties. Il ne faut pas que... Parce que je ne vais pas dire ça. Je sais que Sabo... Sabo va dire que tu prends des propositions. Mais si je dis ça maintenant, Sabo il va rentrer. Non, Il va récupérer. Lorsqu'on est en train de faire la route des esclaves. La route des esclaves. Oui, c'est la route qui va à la porte du non-retour. Ouais. Abida. Ouais. De part et d'autre. Vous savez, là, on a beaucoup d'oiseaux. Ça, c'est clair. Au niveau des salicultures, de la saliculture, là, de la mangrove et autres. Mais il y a certaines mangroves qui sont parties. Ben, je vous dis que ça va tout le temps crier par rapport à cette destruction faite sur cette voie-là. Donc, Mais ils normalement, vont continuer. on aurait pu... Le conseil des ministres de la fois passée a dit encore, on va continuer à faire encore. À détruire, c'est ça? Mais si on dit vous quittez et on va vous dédommager et que c'est la route qui passe par là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose, c'est ça? Mais j'aurais souhaité, je vous coupe pas, monsieur. Oui, allez-y. J'aurais souhaité que malgré tout ce qui sera fait comme infrastructure sur cette route-là, qu'on préserve ne serait-ce cette petite forêt de mangroves. Oui. Nous savons tous l'importance des mangroves. On a dit que cela capte 12 fois plus de CO2 que les forêts naturelles. Alors, si on détruit toute cette mangrove, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit que les changements climatiques sont là, on parle d'érosion côtière, parce qu'on sait aussi que ces mangroves aussi servent de brise-vent. Et nous avons un écosystème particulier. Vous avez la mer et vous avez la lagune. La lagune. Ouais. Mais ailleurs, c'est rechercher. Comment ne pas ménager ce que nous voulons faire là? Est-ce qu'on est obligé d'aller fermer les choses avant de faire quoi que ce soit? Non. Très bien. C'est pas bien. Votre message est Il y a des villages où vous ne pouvez plus faire aujourd'hui même du jardinage. Il n'y a plus d'espace pour ça. On est allé à Rio-Kuta. Il n'y en a plus. C'est-à-dire, il n'y a pas. Alors que les gens faisaient de la tomate. Oui, de la tomate et tout. Il n'y en a plus. Mais même si on les mettait là, ils vont vivre de quoi? D'accord, très bien. Oui, c'est pas possible. Monsieur Aliou. Je voulais aussi aborder un aspect de la question. Aujourd'hui, on fait le dénombrement, mais ce n'est pas le Bénin qui finance. C'est une ONG internationale qui nous apporte son petit soutien. C'est vrai, on a eu le soutien de Waka. Je crois sur deux dénombrements. Oui. On a eu le soutien de Waka. Mais le point focal Ramsar, il est où? Il est dans le pays. Oui. Et il n'en faut pas... C'est-à-dire... Je ne les vois pas, excusez-moi. D'accord. Il y a la Convention sur la biodiversité. Qui est là aussi. Qui est là. C'est vrai, ils nous placent le bureau pour faire des réunions, mais après, le degré d'implication. Moi, Sans argent, Si vous dénoncez encore un peu trop, non, c'est que sans argent, on ne peut rien si faire. vous dénoncez un peu trop, on va encore vous retirer les bureaux qu'on vous prête. Non, c'est pas grave, on va le faire sur les arbres quelque part. on le fait là. Non, c'était juste une blague. C'était juste une blague. C'est pas une blague, hein, c'est sérieux. Ah ouais? Si on critique, C'est sérieux. on va arracher encore les bureaux pour Non, faire. Non, on va faire ça. Voilà, donc c'est Personne une ne blague. vous arrache. Non, on le fera ça. C'est juste une blague. Allez, messieurs, on va s'écouter ici. 13 mai. Et 13 mai, et cette année, on l'a mis 2 fois, 13 mai et 14 octobre, journée mondiale des oiseaux migrateurs. Oui. Le problème a été si crucial que les Nations Unies, à travers la Convention AEA, a dit, prenons une journée, et maintenant 2, pour parler des oiseaux migrateurs. Et le thème de cette année a été oiseaux migrateurs et eau et écosystème. C'est-à-dire, comment est-ce que nous préservons nos plans d'eau, nos ressources en eau,
pour montrer le lien entre la vie de ces oiseaux et aussi la vie de nos écosystèmes humides. Donc il est important que nous prenions conscience que nous ne devrions pas polluer autant nos ressources en eau parce qu'il y a des espèces qui sont inféodées à ces écosystèmes et qui aussi contribuent au bien-être de nous, les humains. Merci beaucoup à vous, Maxime Diondo. Vous êtes donc le président ou le directeur exécutif? Le directeur exécutif donc, de BIZ ONG. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci également à vous, M. Daouda Aliou, ingénieur agronome, d'avoir participé à la discussion. Même si vous êtes resté un peu sur votre faim et votre soif. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. On va gérer. Merci également à vous, M. Sabo. Merci, William. Aujourd'hui, on parlait donc des oiseaux migrateurs. Ouais. Certes, on a parlé aussi de route de l'esclave, de charbon, de féticheur, de guérisseur aussi. Pas sûr que tout ceci fasse partie du champ sémantique ou lexical de l'ornithologie. Mais oui, mais c'est ce qu'on peut appeler les ramifications au sujet. Exactement. C'est ce que vous avez pu faire, trouver la passerelle. C'est la diversité. Voilà, exactement. C'est la bien sûr. biodiversité. D'accord. Non, c'est la diversité même de la richesse. On a parlé d'une seule chose, mais regardez de combien d'éléments. D'accord, Voilà, d'accord. Mais je parlais quand même de champ lexical de l'ornithologie. Bien sûr. Ça ne fait pas partie féticheur ni guérisseur. Une chose est sûre. Ils sont dans les espère- marchés. on Ils sont ex- dans les marchés. Faut pas oublier On ça. espère en tout cas que vous avez pu en apprendre davantage sur ces créatures ailées qui parcourent des milliers de kilomètres, qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas de passeport, Ils ne demandent rien. mais qui ne demandent rien du tout, qui peuvent parfois aussi empêcher les riziculteurs de bien exercer leurs activités, Bon, ben, si on qui prend les peuvent professeurs. être capturés par des jeunes hommes avec des lance-pierres. C'est pas fini aussi. Ils peuvent être détournés dans leur parcours par Oui. les lumières Les que nous lumières. mettons. Pas des lumières que nous Oui, mettons, bien mais il faut sûr. quand Ça même la qu'on puisse perturbe. voir. Ça, c'est le flamme. Il faut quand même qu'on puisse avoir la visibilité nécessaire pour circuler en ville. Allez, merci beaucoup messieurs pour ces échanges nourris. Encore 3 derniers rendez-vous. Le rendez-vous avec Marc Sewayi qui effectue aujourd'hui sa rentrée officielle sur 5 sur 7 pâtés. Avec lui on parle de sésame, goussi comme on l'appelle chez nous par ici. Derrière les sports, on s'intéressera aux guépards qui sont au Maroc actuellement. Ils ont joué la dernière fois face à la Sierra Leone, but partout. Ils jouent cet après-midi face à Madagascar. On vous dira tout à ce sujet. Derrière, Marcel Arrossi sera dans ce studio pour la revue de presse. À tout de suite.